Bonjour Benoît. Bon matin Guillaume. Ouais, bon matin, on l'a fait à la canadienne. On l'a fait à la canadienne québécoise. Québécoise. Bienvenue dans mon podcast. Donc je vous la fais courte. 4e épisode, je vous présente Benoît. Bonjour Benoît, bon matin encore une fois. Ouais, merci. Bonjour Guillaume, merci de me recevoir. Je suis super heureux d'être là. Moi aussi, je suis content de te recevoir. Alors, je te présente. Donc Benoît, tu es médium. Est-ce on dit ça comme ça? Oui, je pense que oui. Maintenant, je le dis, médium, praticien en hypnose. Enfin, ce que je mets sur mon site, c'est explorateur de lumière. Ah, c'est bon. Éclaireur de bonheur, voilà. Ah, c'est chouette. Et moi, je t'ai connu, en fait, c'est une amie à moi, Christine, qui m'a conseillé de t'appeler. Elle m'a dit, ouais, j'ai rencontré Benoît, c'est absolument génial ce qu'il fait. Bon, je suis un explorateur joyeux de la conscience, donc j'ai l'habitude d'aller explorer des terrains inconnus. Et là, quand elle m'a parlé de toi, je dis waouh, génial, il faut que j'aille tester. Et j'ai fait une séance avec toi et ça s'est vachement bien passé. Et 1 an et demi après, j'ai réécouté l'enregistrement et là, j'étais complètement bluffé en fait par tout ce que tu as passé, parce que tu vas nous expliquer comment tu fonctionnes, etc. Par tout ce que tu as passé comme message. Et là, j'ai décidé de te rappeler pour une nouvelle séance. Et la séance qu'on a faite était absolument incroyable pour moi. Ça a été vraiment un jalon, quoi. Et je te remercie encore de cette séance. Wow. Et après, on a essayé une séance aussi en hypnose. Comment t'appelles ça? Hypnose comment? Hypnose spirituelle. Hypnose spirituelle, et qui a été vraiment waouh, génial, quoi. Donc moi, je trépigne de te présenter et que tu racontes ton histoire, parce que elle est quand même... Moi, c'est vraiment les trajectoires de vie qui sont intéressantes aussi, et d'expliquer aussi des métiers, je sais pas si on peut appeler ça des métiers, mais des vies pas communes, quoi. Ouais, effectivement, c'est vrai que le parcours est souvent intéressant, voir comment quelqu'un arrive à ce qu'il peut faire. Parce que toi, Benoît, tu n'es pas né médium. Non, pas du tout. Moi, j'ai une formation scientifique en biotechnologie. J'ai travaillé en aménagement d'espaces intérieurs commerciaux. J'ai travaillé comme consultant informatique, donc vraiment dans le matériel, dans le concret, dans les choses tangibles, et donc à milieu de la spiritualité. Et ça m'est tombé dessus en 2012, en fait. Et là, j'ai ouvert une porte à un nouveau monde, et voilà. Et depuis, c'est toute une aventure. Tu pourrais raconter comment ça s'est passé, en fait, cet appel ou cette expérience, ou d'où c'est parti, en fait? Ouais, bien sûr. Tu avais quel âge? Il faut compter. Désolé. Non, je n'ai aucune idée. 2002, j'avais 30... Je devais avoir 37 ans. Ouais, okay. Oui, 37 ans. Ok. Et en fait, j'emménage dans un nouvel appartement. Et je me souviens, c'était même le vendredi 13 janvier 2012. On a tous les ingrédients, là. Là, c'était en pleine tempête de neige. Donc, une tempête de neige à Montréal. Ouais, c'est ça. J'étais à Montréal, ouais. Donc, c'est 80 cm de neige en 24 heures. Enfin, c'est la journée où il ne faut pas déménager, quoi. Et tout s'est fait avec une justesse incroyable. Enfin, tout s'est enchaîné mieux que j'aurais pu l'espérer, l'imaginer. La veille, j'étais même dans le nord du Québec, à Chicoutimi, à 4-5 heures de route, je sais plus exactement. Et la route risquait d'être coupée en raison de cette tempête de neige. J'ai pu passer juste à temps pour rentrer à Montréal. Enfin, voilà, tout s'est goupillé, tout s'est fait. C'était là que je devais être. Et ce qui est marrant, c'est que des années avant, enfin, depuis plusieurs années, je passais dans cette rue tous les jours en roller avec un ami, et à chaque fois que je passais dans cette rue, j'avais toujours la même blague qui était même plus drôle. Je disais à chaque fois, quand je serai grand, j'habiterai dans cette rue. Quand je serai grand, j'habiterai dans cette rue. Et en fait, quand j'ai cherché un nouveau logement, j'ai dû visiter, je sais pas, une vingtaine d'appartements peut-être, et j'ai pas fait attention, mais cet appartement était dans cette rue. Enfin, tu vois, il y a toutes les choses qui se mettent en place comme ça.
Et puis, donc tout se passe bien. Et au printemps, il commence à faire chaud. Donc, Montréal, c'est moins 35 l'hiver, c'est plus 35 l'été. Enfin, c'est vraiment les extrêmes. Donc, j'ouvre tout et la nuit, dans mon sommeil, je suis conscient, mais encore endormi. Enfin, c'est bizarre de définir. Mon corps est encore endormi, mais je suis conscient. Et dans ma tête, je me dis, OK, réveille-toi, ouvre les yeux. Il y a quelqu'un chez toi. Et donc, au bout d'un moment, j'arrive à me réveiller, sortir de mon sommeil. J'écoute, pas de bruit, je me lève, je vais faire le tour de tout l'appartement, regarder partout, sous les meubles, vérifier les portes et tout. Tout était bon, je retourne me coucher. Le lendemain, pareil, au milieu de la nuit, j'ai cette sensation qu'il y a quelqu'un chez moi et donc je me réveille encore, je me lève, je vais voir, rien du tout. Et dans les nuits qui vont suivre, en fait, il y a vraiment une présence debout à côté de mon lit, immobile, qui me regarde dormir. Et au milieu de la nuit, je me réveille en sursaut. Et il n'y a plus rien, évidemment, quand j'ouvre les yeux, quand je reviens conscient, il n'y a plus rien du tout. Juste, je me retourne comme une crêpe dans mon lit en plein milieu de la nuit. Et ça va être comme ça toutes les nuits. Et donc, au bout d'un moment, je vais faire des recherches sur Internet et je vois que les gens parlent de 3h30, 3h30, 3h30. Et donc la nuit suivante, quand je me réveille, je regarde l'heure tout de suite. Et effectivement, c'était 3h30. J'avais jamais fait attention à ça. Et donc toutes les nuits à 3h30, je suis réveillé. Donc avec une amie, je vais essayer de trouver une explication logique, rationnelle. Est-ce que c'est un animal qui est sur le balcon? Est-ce que c'est quelqu'un qui... Parce que en Amérique du Nord, il y a c'est les sorties de secours derrière les bâtiments, en fait, des deux côtés. Donc les gens peuvent monter par les sorties de secours. Les escaliers. Exactement. Voilà. Donc c'est pas ça, parce qu'en hiver, il y a pas, ça a duré très longtemps, des mois et des mois. Donc en hiver, il n'y a pas de traces dans la neige, ça peut pas être un appareil électronique. Enfin, il y a aucune explication logique, rationnelle qui peut me dire ce que je vis. Et enfin, je vais la faire courte. Ou pas. Et en fait, je vais passer des épisodes, mais je m'en souviens même pas trop, où je me souviens. Oui, si j'arrive en fait à arrêter ça en fermant une porte d'une pièce de mon appartement. Et là, je peux dormir sans problème. En fermant la porte de ma chambre, je ne suis pas dérangé la nuit. Donc je vais dormir et puis je vais oublier ça. Pour moi, c'était j'oublie ça. Il y a plusieurs mois qui passent. Donc là, je te parle, on est peut-être rendu en 2013. Et je me réveille en pleine nuit. Alors que ça faisait des mois que je devais dormir correctement. Et le premier truc que je me dis, c'est il faut que je recherche parmi les disparus. Et je regarde l'heure, il est 3h30. Et donc, je me rendors. Et le lendemain matin, à 7h, je me lève. Café, évidemment. On est en Amérique, pareil. On a toujours un grand café à la main. Je vais devant mon ordinateur, j'allume l'ordinateur et je fais recherche personnes disparues au Canada. Et là, il y a un site officiel avec des trombinoscopes, plein de photos. Il y a des dizaines et des dizaines de pages. Et je passe les pages une par une. Et j'arrive vers la fin et puis ça me parle pas, quoi. Il y a rien. Et je pense que ça doit être la dernière ou l'avant-dernière page. Je vois une photo et je dis c'est lui. Je savais pas, mais j'étais persuadé que c'était lui. Je clique sur la fiche et je vois que cette personne a disparu 30 ans plus tôt à côté de la rue où j'habite. Incroyable. Donc pour moi, c'était évident, c'était lui. Et donc après, j'en fais quoi de tout ça? Et je me souviens, c'était encore l'époque où j'avais les pages jaunes, le gros. Et je rigolais, je me dis, ok, je fais quoi? Je cherche à SOS Fantôme, tu vois, qui c'est que je t'ai appelé maintenant? Parce que c'était un monde, enfin, c'était totalement inconnu pour moi. Ouais, parce que là d'un coup, toi t'es pas du tout dans ce truc-là, quoi. Donc. Ah ben moi je suis pas du tout là-dedans. Donc là pour moi les fantômes c'était dans les films et c'est tout, quoi. Mais de là ce qui est quelque chose, je comprenais plus. Mais ça a ouvert en même temps une porte. J'avais beaucoup de curiosité. Je voulais comprendre, je voulais savoir. Enfin et donc je savais pas trop quoi faire. Et je me souviens, je travaillais. J'avais retrouvé le sommeil, tout allait bien et je travaillais chez moi et je pouvais pas tenir éveillé. J'avais dormi toute la nuit, mais impossible de garder les yeux ouverts. Je tombais de sommeil sur mon ordinateur. Donc, au bout d'un moment, je dis ok, j'arrête. Je prends mon portable et puis je vais au café du coin pour me poser, et puis en espérant que ça aille un peu mieux. Et c'est juste un exemple de toutes les synchronicités qu'il y a pu avoir à travers les années. Hein. Mais donc, je m'installe. Et puis là, il y avait la radio qui jouait et il y a un auditeur qui appelle, qui s'appelle Benoît. Donc c'est marrant parce qu'au Québec, il y a pas trop, j'ai pas rencontré trop de personnes qui avaient ce prénom-là. Donc j'écoute et en fait, il gagnait une place de concert pour le jour de mon anniversaire.
Donc là, je me dis, waouh, ok, faut que j'écoute. Il y a quelque chose là. Ils avaient mon attention. Et juste après, c'était en fait des publicités. Dans les publicités, dans les annonces, il y avait une annonce pour un salon ésotérique, spiritualité, à 1 kilomètre de chez moi peut-être. Je prenais le bus devant chez moi et j'arrivais 2 jours après. Donc je vais à ce salon et j'ai vraiment l'impression de débarquer dans un monde qui me parle absolument pas, des chamans, des médiums, pour moi c'était des gens un peu perchés, un peu. Donc je fais le tour assez méfiant et là je vais rencontrer une médium en fait c'est elle qui va m'arrêter, m'interpeller, puis on va elle va venir, on va faire une exploration, elle va faire venir d'autres médiums qui vont installer plein d'appareils dans mon appartement pour essayer de mesurer, voir s'il y a une activité donc là, ils viennent ou chez quelque toi chose. carrément, quoi. Ouais, ils sont venus pendant 12 heures, enfin je sais plus, faire les toute une Ghostbusters, enquête. quoi. Exactement. Et Ce que tu vois dans les films, là où ils posent des pods. alors il y a des appareils avec des petites LED qui en fonction de l'activité, qui vont monter ou diminuer. Il y avait des rayons laser verts pour voir s'il y avait quelque chose qui passait. On avait mis des caméras dans toutes les pièces. Génial. Et on était restés, donc ils étaient 3. Donc on était 4 au total et tous des médiums. Donc on avait déjà fait tout un temps de méditation, essayer de connecter avec l'esprit. Après on était parti. Donc c'était la nuit évidemment, avec le gros thermos de café. Et on était parti. Il y a eu des enregistrements sur la vidéo, des petites choses qu'on a pu voir qui peuvent pas être expliquées, mais il y a rien eu de concluant. Et on en est resté là. Et je pense que ça va continuer comme ça 1 an ou 2 ans. Et puis au bout de quelques temps, je me dis, faut que je contacte la famille. Faut que je contacte la famille de cette personne disparue. Et en fait, je vais. Ok, j'essaie de remettre les choses en place parce que là c'est un peu loin. Je vais contacter la famille, mais je me dis ok, comment ils vont prendre ça si je leur dis voilà, j'ai des informations à vous donner sur un proche. Alors volontairement, j'essaie de donner le moins d'informations possible parce qu'il y a toujours une enquête en cours. La personne est toujours n'a jamais été retrouvée. Et en fait, les personnes que je vais contacter vont être très très réceptives et tout de suite la première chose qu'elles vont me dire, ok, quand est-ce qu'on peut vous rencontrer? Parce que quand je leur ai donné mon adresse, ils avaient eu des synchronicités de leur côté et la veille ou 2 jours avant, quelqu'un leur avait parlé de mon adresse en étant persuadé qu'en fait c'était l'endroit où ils vivaient. Incroyable. Donc, qui fait que pour eux, il fallait venir voir. Et je lui dis, j'ai l'impression qu'il essaie de me passer un message. On va dire ce petit fantôme. J'ai l'impression qu'il essaie de me passer un message. J'ai l'impression qu'il veut dire quelque chose. Et donc la personne que j'avais rencontrée m'a dit, tu devrais faire de l'hypnose spirituelle. Ok, de l'hypnose, je savais pas ce que c'était. Spirituel, ça voulait rien dire pour moi. Donc je dis, ouais, ok, d'accord. Et comme par hasard, 2-3 jours plus tard, je reçois un courriel pour une invitation à une soirée de présentation d'introduction à l'hypnose spirituelle. Enfin, incroyable. Donc j'y vais. Là encore, je débarque. J'étais vraiment pas à ma place. Parce que juste, je te coupe. Tu faisais quoi comme métier en fait à l'époque? À l'époque, j'avais créé mon entreprise. J'étais consultant informatique sur les programmes Adobe. J'étais certifié expert et puis je voyageais à travers le Québec, un peu en Ontario, un peu à l'étranger aussi. Donc je donnais des formations en entreprise en fait. D'accord. Donc là encore, de très concret, très matériel. Je vais donc à cette soirée et je vais faire une première séance d'hypnose qui va être assez catastrophique, mais il va y avoir quelques petits éléments qui vont me montrer que finalement j'ai pas tout inventé, il y a vraiment quelque chose. Et de là, je vais refaire une deuxième séance. Dans le cadre, il y avait le docteur Mario Beauregard qui était en train de faire qui avait un programme de recherche auquel j'ai pu participer. Du coup, c'est qui Mario Beauregard, c'est je voudrais pas dire de bêtises, on va dire neuroscientifique québécois qui travaille sur les neurosciences et là qui voulait travailler sur l'état modifié de conscience sous hypnose et voir si il se rapprochait de l'état modifié de conscience de grands méditants. Donc en fait, j'avais plein d'électrodes sur la tête. Ah ouais. Et ils ont fait des séances comme ça. Mario Beauregard a écrit plusieurs livres absolument passionnants sur le cerveau, sur les sciences, sur cette approche spirituelle science et puis à voir. J'ai pas les références en tête, mais ce sera vrai.
Peut-être je chercherai, je mettrai des refs dans la description. Et voilà comment je suis donc arrivé à l'hypnose spirituelle, et j'ai fait donc quelques séances pour moi qui ont changé ma vie, vraiment. J'ai commencé à lire, donc le premier livre que j'ai lu, je pense, c'était Allan Kardec, le livre des esprits. Ah oui. Et puis, et du coup, excuse-moi, sur ouais, le petit fantôme, t'as eu des pistes, ça s'est terminé comment, cette histoire? Alors, ça s'est terminé comment? Je pense que après plusieurs années, je suis retourné faire une séance d'hypnose et j'avais cette question: comment moi je peux l'aider? Parce que j'avais eu plein d'informations, j'avais plein de choses sur ce qui s'était passé. Il me semble que j'ai vraiment vu, mais comme tu le sais, quand c'est l'intuition, il y a pas de, il y a rien de concret, il y a rien de palpable. Et j'ai fait une séance d'hypnose et une des questions, c'était savoir comment moi je peux aider ce petit fantôme qui lui m'a aidé, parce qu'il m'avait apporté tellement, et je voulais pouvoir l'aider en retour, parce qu'au départ c'était comme ça que ça avait commencé, c'était pour l'aider. Et là, la réponse qui est venue, c'est: t'as pas compris, c'est pas à toi de l'aider, c'est lui qui est venu pour t'aider. Et j'ai encore plein d'émotions quand je dis ça, parce que c'est lui qui m'a ouvert en fait à la spiritualité, qui m'a mis sur mon chemin. Et il n'y aurait pas eu cette expérience-là, il fallait vraiment quelque chose de très fort pour moi. Sinon, je me serais jamais ouvert à la spiritualité. Okay. Voilà. Et de là, j'ai voulu apprendre l'hypnose spirituelle parce que je trouvais ça tellement incroyable et je voulais pouvoir le pratiquer pour des amis, des proches. Et puis donc très vite, je passais mes samedis à faire ça. Parce que du coup, toi, comme tu disais juste avant, je t'ai coupé, mais tu as fait des expériences fortes avec ça, en fait. Oui, en hypnose spirituelle, c'est incroyable. Ça consiste en quoi, en fait? L'hypnose spirituelle, c'est simplement... Parce que l'hypnose, on peut connaître, en fait, connaître ou pas connaître. Comment tu définirais, toi, l'hypnose, déjà? L'hypnose, oui, c'est vrai, ces deux mots-là. L'hypnose, c'est simplement mettre le mental de côté. De façon très simplifiée, cerveau gauche, cerveau droit, tout ce qui est imagination, créativité, le monde des rêves, cerveau gauche, tout ce qui est matériel, concret, logique, rationnel, les maths, le linéaire. Et donc, sous hypnose, en fait, on va mettre ce mental, on va le mettre un peu de côté pour laisser vraiment le champ libre à l'imagination, à la créativité, puisque la communication avec le monde invisible passe par là. Donc l'hypnose, c'est ça, c'est couper le mental qui sait tout et qui est toujours là à dire ça se peut pas, c'est pas possible, c'est n'importe quoi. Voilà. Parce que j'avais entendu une définition de l'hypnose que j'avais bien aimée, qui disait que l'hypnose, c'est un véhicule. C'est un véhicule, et je trouvais ça pas mal, en fait, parce que tu peux aller, effectivement, à partir de cet état-là, tu peux faire plein de trucs, en fait. Ouais, c'est intéressant comme définition. Et oui, c'est un peu ça, parce que les possibilités sont infinies derrière, sur tout ce qu'on peut faire à travers ça, à travers cet état modifié de conscience, en fait. Parce que tu accèdes à quoi, en fait, à partir de cet état, en fait? Tu as accès à quoi? Bonne question. Tu as accès à... J'ai envie de te répondre à tout. Ça rejoint un peu aussi le monde des rêves, c'est-à-dire que il y a toute la partie inconsciente, la partie invisible de l'iceberg qui fait partie de nous, qui a accès à énormément d'informations, mais qui remonte pas forcément à la surface. Donc à travers cet état d'hypnose, on peut aller chercher ces informations. Ça peut être de l'hypnose clinique pour enlever la douleur, par exemple, pour pouvoir opérer sous hypnose et aller vers une guérison beaucoup plus rapide. Dans la dimension spirituelle de l'hypnose spirituelle, il y a l'idée. En fait, c'est basé sur 3 préceptes. L'idée que l'âme est immortelle, donc que notre âme existait avant de naître et qu'on existe après notre mort, qu'on est là sur Terre pour vivre des expériences et qu'on est accompagné par des guides. Donc en partant de ces trois préceptes, on va pouvoir connecter avec des guides, on va pouvoir explorer des vies passées, on va pouvoir libérer des blocages, on va pouvoir réactiver des connaissances passées, on peut voyager à travers l'espace pour aller à la rencontre, aller explorer d'autres. C'est illimité. C'est limité ce qu'on peut faire. Ok, c'est génial. Ouais. C'est un terrain de jeu. Tu as pu. Oui, moi je trouve ça absolument génial. Moi je suis sorti de là. En plus, je suis sorti de là, ça a duré quelques jours où ça a travaillé, quoi. Et
Et du coup, tu vas faire ça, tu vas te former, tu vas... Alors, je vais me former à l'Institut international d'hypnose spirituelle à Montréal, l'IIHS, pour commencer. Et un matin, je me souviens, je me lève et je me dis, je vais me former à l'hypnose de Dolores Cannon. Donc ça, c'était en 2014-2015 peut-être. Dolores Cannon, pour les gens qui connaissent pas. Qui a écrit Les 3 vagues de volontaires et La Nouvelle Terre. Et elle était hypnothérapeute. Elle a pas à la base. En fait, Okay. c'est son mari qui avait appris l'hypnose. L'hypnose avec un pendule qui prenait énormément de temps et ils ont commencé comme ça en 68 et elle l'accompagnait. Et ils ont découvert par hasard des vies passées. Enfin, je fais vraiment court là, avec une patiente, une cliente. Et puis, quelques années plus tard, en fin des années 70 ou une dizaine d'années plus tard, elle décide de développer sa propre méthode pour aller explorer les vies passées, sur l'idée que des blocages qu'on peut rencontrer dans notre vie ou des douleurs ou des maladies, toutes ces choses-là peuvent avoir une explication dans nos vies passées. Et sa technique d'hypnose permet d'aller dans un niveau de transe très très profond. Et donc, elle, avec ces sujets, elle va vraiment explorer énormément de choses. Elle va écrire une vingtaine de livres qui sont des retranscriptions de séances assez incroyables. Et donc, elle est connue depuis maintenant une dizaine d'années en francophonie, avec son premier livre qui avait été publié, Les 3 vagues de volontaires. Apparemment, qui est absolument génial. Oui, parce que en fait, pour beaucoup de monde, il y a une reconnexion, un réveil. Il y a beaucoup de gens qui viennent me voir, qui me disent: oh là là, j'ai lu ce livre-là, je me suis retrouvé, je me suis reconnu, je comprends pourquoi je vis telle et telle chose. Enfin, voilà, ouais. Et je sais que, tu me dis si je me trompe, mais je crois qu'elle a fait des hypnoses vraiment partout dans le monde, en fait, et elle a recoupé beaucoup de témoignages qui lui ont fait vraiment comprendre des choses, en fait. Oui, exactement. Et elle a été très surprise, en fait, de voir que les gens racontaient les mêmes choses, en fait, sur après ou sur les... sur les mondes invisibles, en fait. Oui, donc effectivement, elle a beaucoup voyagé où elle donnait des conférences et quand elle était en déplacement, elle faisait des séances d'hypnose et c'est ça qui lui permettait de venir contredire ce que les scientifiques pouvaient dire pour démonter sa technique, c'est que peu importe la culture de la personne, l'endroit où elle la voyait, que ce soit un homme, une femme, son cursus, c'était toujours les mêmes réponses, c'était toujours les mêmes choses, les mêmes expériences, les mêmes explications. Et donc pour elle, ça faisait partie c'était une validation tout ce qu'elle récoltait en séance était juste. Oui, et juste une précision, en fait, dans tout ce qu'on est en train de parler, on vous demande pas d'y croire, hein. C'est juste l'expérience de Benoît, mon expérience et l'expérience de Dolores, etc., quoi. Enfin, c'est vraiment, c'est nos vies, en fait, et nos expériences. Exactement. Et c'est très important ce que tu dis. Et c'est d'ailleurs une des choses que je dis aux personnes que je rencontre. Vous n'avez pas besoin d'être spirituel c'est ouvert à tous, en fait. Il suffit juste d'avoir un esprit ouvert et peu importe ce qu'on va explorer en séance. Une personne qui va voir une vie passée et à la fin qui va me dire, mais est-ce que j'ai vraiment vécu cette vie passée? Ma réponse, ça va être, je sais pas. Et à la limite, c'est pas important. Ce qui est important, c'est le message. Ce que vous avez reçu à travers cette expérience. Est-ce que ça vous parle? Est-ce que ça peut vous aider au quotidien? Est-ce que ça peut vous aider à grandir, à avancer? Et voilà, c'est ça. Après, il n'y a pas... Pour moi, c'est l'explication de la spiritualité. La spiritualité, ça peut pas être prouvé comme la science, ça peut pas être juste on va y croire comme en religion où on nous demande de croire quelque chose. C'est une expérience personnelle avant tout. C'est une aventure personnelle. Ouais, parce que du coup, toi, la spiritualité... le mot spirituel ou spiritualité, pour toi, ta définition, c'est quoi? Waouh. Vous avez 2 heures. Merci. C'est une excellente question. J'essaie de gagner du temps. Honnêtement, comme ça, je pense que je saurais pas te répondre. Spirituel, c'est toute cette dimension qui a quelque chose de plus grand que nous. Je pense, je le dirais comme ça, tout simplement. Que chaque expérience de vie, qu'elle soit agréable ou désagréable, facile ou difficile, est là pour une raison et pour nous aider à grandir. Donc
on peut être quelque part spirituel sans forcément croire en certaines choses. Oui. Ouais, je le définirais comme ça. Ok, je réfléchirai 2 heures de temps et je te donnerai une réponse plus claire. Merci. Merci pour ta réponse. Et du coup, ok, t'as fait cette école, tu fais des expériences, etc. Mais la médiumnité là-dedans, elle est où? Alors la médiumnité, on va revenir un peu en arrière. Une de mes, c'était la 2e séance d'hypnose que j'ai faite, je pense. Et la praticienne, Isabelle, pose la question que je n'avais pas préparée. Elle dit, mais c'est quoi la mission de vie de Benoît? Et puis là, le mental revient un petit peu, qui était pas très loin. Et puis je lui dis, bah écoute, je vois un œil qui est dessiné au crayon de papier sur une feuille blanche. C'est tout, je comprends pas. Enfin voilà. Puis elle continue avec les questions. Elle dit, ok, qu'est-ce qu'on veut te dire par rapport à ça? Et je dis, bah, ce que je comprends, c'est que je vois des choses que les autres voient pas. Quand je vais voir des personnes, je vais voir des choses et je vais pouvoir les aider. Donc je dis ça comme ça. Mais sur le moment, ça me parle pas du tout. C'était les tout débuts, en fait, où je m'ouvrais à ça. Et c'est en réécoutant beaucoup plus tard que j'ai dit, waouh, ça c'est incroyable. Et dans le même temps, donc j'avais commencé un peu à explorer, à rencontrer des personnes. Et j'avais un rendez-vous avec un chaman. Et donc là encore, je me dis, oh là là, c'est quoi un chaman? Qu'est-ce qui va se passer? Donc j'étais très très fermé. Il me l'avait dit après, ça a été très dur de travailler avec toi parce que j'étais vraiment fermé. J'étais un peu dans le test, essayer de le tester, voir ce qu'il pouvait donner. Mais dans tous les messages, il y a un message qui va revenir et qui va être très fort. Il dit, tu es médium, tu es médium. Donc je ressors de là et je me dis, ouais, c'est cool, j'ai un super pouvoir. Enfin, tu vois, c'était comme ça. Et donc, en parallèle de tout ce que je vais faire en hypnose spirituelle, je vais me suivre des formations sur de médiumnité. Donc avec. Pardon, excuse-moi, je te coupe encore une fois. Pour les auditeurs et les auditrices, c'est quoi médium? C'est quoi, pareil, définition du médium pour toi, ce serait quoi? Alors, on va souvent confondre ou mélanger voyance et médiumnité. Ouais. La voyance, un voyant ou une voyante, c'est une personne qui va connecter à ton énergie. Donc, dans ton énergie, qui va voir ce que tu as vécu, le passé, les futurs potentiels, là où tu as des douleurs, voir un peu ton état, qui se connecte à tes énergies. Un médium va se connecter au monde invisible, aux esprits, aux défunts, aux guides, au peuple, on peut dire le petit peuple, en parlant de fées, de lutte. En fait, moi je parle par exemple, et là encore c'est quelque chose qui m'a surpris, avec un être d'Alpha du Centaure. Pour pas dire un extraterrestre. Donc c'est ça, c'est quelqu'un qui a cette capacité en fait à communiquer avec le monde invisible. Ok. D'accord. Et donc je vais faire des formations avec James Van Praagh qui venait de lancer sa formation. Je rencontre Lisa Williams à des ateliers, enfin plusieurs pointures dans le domaine. Je vais suivre des cours avec Martin Twycross, Carol Nicholson, enfin des personnes en Amérique du Nord, en anglais, sur plusieurs années. Du coup, des personnes que je connais pas, qui sont reconnues dans ce domaine-là pour... Ouais, exact. Des médiums, qui sont reconnus pour ce qu'ils font et qui sont vraiment connectés. Et je vais faire partie d'un cercle de médiumnité pendant 3 ans où toutes les semaines on se réunit pour communiquer avec le monde invisible. Ça donne pas grand-chose, en fait. Et et comme je suis pas très assidu ou comme je vais pas méditer régulièrement, je vais essayer 2-3 fois, mais il y a pas grand-chose, ça donne pas grand-chose. Donc je laisse ça de côté et je vais continuer mon parcours en hypnose spirituelle avec d'autres formations. Et pour revenir sur ta question, ça part un peu dans tous les sens là. Ouais, c'est génial, j'adore. Donc moi je vais essayer de garder le fil. La médiumnité en fait, elle est revenue je pense que c'était pendant le confinement, donc il y a 5 ans. Et je me souviens, j'étais en train de lire tranquillement, allongé sur mon lit, et j'ai une amie qui m'appelle, et il y a plein de trucs qui allaient pas, donc elle commence à me parler, et puis au bout d'un moment, je dis, attends, excuse-moi, mais ça fait 10 minutes qu'il y a 3 guides qui sont là, et ils ont des messages à te donner. Et je commence... Ça se manifeste comment, en fait, quand tu dis ça? Tu les vois, tu t'entends? Non, c'est plus à travers l'imagination.
mais une imagination très forte dans ce cas-là, parce que dans les guidances que je fais aujourd'hui, c'est vraiment, j'ai l'impression d'inventer, j'ai l'impression d'imaginer. C'est pour ça que quand des gens après comme toi me disent, ah, c'est incroyable, c'est tellement juste, je suis le premier à dire, ah ouais, waouh, ok, super. Et donc là, c'était vraiment cette impression. Je les vois pas avec mes yeux, je vais pas les entendre avec mes sens physiques. Ouais. J'imagine, j'invente en fait. C'est un peu ça. Et en fait, c'est ça, c'est à la fois la facilité, et la difficulté de la médiumnité, mais c'est quelque chose que tout le monde a et qu'on peut apprendre. Et d'ailleurs, j'accompagne des personnes à s'ouvrir à ces sens-là. D'accord. Ok. Et donc, ça va commencer comme ça. Et puis après, je vais faire quelques séances. Et du coup, ta copine, en fait, ton amie, tu dis, ouais, il y a des guides qui se présentent, et là, tu vas passer le message. Oui, je vais lui passer. Je me souviens plus exactement, mais je me souviens que c'est la première fois où je vais lui dire, bah voilà, ils ont ça à te dire, ça à te dire, et c'est des choses qui lui ont parlé, qui étaient tout à fait justes sur le moment pour elle. Et voilà. Et on n'a pas enregistré parce que c'était totalement inattendu, spontané. Mais c'est la première fois que ça a commencé comme ça. Après, je sais plus exactement. J'ai dû proposer des séances à des amis, à des proches, essayer de voir un peu ce que ça donnait. Et puis en fait, ce qui m'a rassuré, c'était les retours. C'était que les personnes me disaient, mais oui, c'est juste, mais oui. Et puis je me suis lancé comme ça. Et quand tu te prépares, en fait, quand tu fais une séance, comment ça se passe en fait? Tu te connectes avant, Alors, ce qui est marrant, c'est que quand j'ai un rendez-vous, donc je vais le matin en me levant, je vais regarder si j'ai un rendez-vous ou pas, et souvent c'est sous la douche que les guides arrivent. Alors je sais pas si c'est parce que je suis en train de me nettoyer justement, tu vois, d'émettre vraiment cette intention de le faire en conscience, de nettoyer mes chakras, etc. Et souvent c'est là que les guides vont se présenter et je vais sentir si c'est une énergie plutôt masculine, féminine, le caractère, enfin tu vois, c'est un personnage plus léger, plus sérieux. Et après, il n'y a pas particulièrement de préparation plus que ça. C'est juste un petit ancrage, connexion au ciel, et mettre une intention, un petit nettoyage d'énergie à la sauge. Donc oui, ça prend quand même 15-20 minutes pour me préparer avant une guidance. Voilà. Donc du coup, pour toi, dans la manière de recevoir, ça se passe dans ton imaginaire. Il n'y a pas de sensation physique ou Ça peut arriver. Ça peut arriver à quelques occasions, mais souvent, oui, c'est ça, c'est à travers mon imagination et je vais vraiment voir, imaginer en fait le guide qui soit debout, soit même assis sur mon bureau à côté. Et j'imagine, mais des fois, quand l'information est vraiment juste et que mais c'est d'une justesse incroyable, c'est vraiment très puissant. Là, je vais sentir toute une activation, des frissons à travers toute ma colonne vertébrale sur la tête. Ce qui est aussi très beau, c'est de sentir l'amour des guides. Et ça, c'est extrêmement puissant. Et donc là, tu pars tout de suite dans les émotions parce que c'est indescriptible. C'est un amour d'une pureté, d'une puissance que c'est trop fort. C'est trop fort. Et ça, c'est magnifique quand ça arrive. Voilà. Bon, je dis à la personne, excusez-moi, donnez-moi un instant. Ah ouais, c'est fort en fait. Ouais, c'est très très fort. Ouais. D'accord. Et t'as des anecdotes de guidance qui t'ont marqué vraiment où tu sors d'une séance, tu vois, c'est incroyable quoi. Enfin... Comme ça là, non. Non, oui, il y a des séances qui m'ont marqué, c'est sûr. Si je pense, je pourrais trouver sûrement des choses, mais là, non, comme ça, je vois rien. Je suis désolé. Et surtout que... Ouais, je crois qu'on allait dire la même chose. Vas-y. C'est que souvent, on oublie. Exactement, ouais, c'est ça. C'est qu'une heure après, j'ai complètement oublié ce qui a été dit. C'est vrai. Si, j'ai une anecdote qui me vient. Et donc souvent, je vais rencontrer des guides spirituels, donc des êtres qui ne sont pas incarnés, qui nous accompagnent du monde invisible. Mais en début d'année, j'ai fait une guidance pour une personne dont la sœur était décédée depuis un mois à peu près. Donc là, c'est délicat parce que j'ai du mal avec les défunts parce que j'ai peur de dire des bêtises. Et donc, je lui décris la guide qui se présente. Et une guide
parce que sa sœur me dit, mais si tu connais ma sœur, tu connais Valérie, mais je voyais pas. Je l'avais rencontrée effectivement 2-3 ans plus tôt apparemment, mais je me souvenais absolument plus d'elle. Et donc je décris cette guide qui se présente physiquement, et on fait une séance absolument incroyable. Et vers la fin, je lui dis, mais vous êtes qui? Puis là, elle me dit, mais tu me reconnais pas? Et donc j'étais surpris. Et en fait, après, elle m'a envoyé une photo. Et quand j'ai vu la photo, je me suis dit, mais oui, bien sûr, je la connais. Et c'était elle. C'était elle qui s'était présentée. Donc là encore, c'était une séance vraiment très belle, très puissante pour aussi bien pour la personne qui était venue en guidance que pour moi aussi, quoi. C'est magique. Parce que ça amène tellement de lumière, c'est ce que j'aime en fait dans ces guidances, c'est qu'à la fin la personne elle soit regonflée, elle soit lumineuse, elle vibre haut, elle a un grand sourire, elle puisse respirer profondément et que voilà, ça apporte c'est ça c'est un peu la raison pour laquelle j'aime faire ça. D'accord. Ouais, mais c'est vrai, hein. C'est beau quoi. Et du coup, toi, tu donnes des séances. Tu formes aussi, tu disais tout à l'heure? Oui, alors je fais plusieurs choses en fait. Je fais toujours de l'hypnose spirituelle et je me suis formé aussi à d'autres techniques. Je suis certifié en libération parce qu'après 100 ou 200 séances, il se passe des choses très bizarres en séance. Et là, tu te dis, oh là, il y a quelque chose, je suis pas équipé. Genre quoi en fait? La personne va s'asseoir d'un seul coup dans le lit et enfin sur le matelas et se mettre à hurler. Un peu comme l'exorciste. Des trucs cool, quoi. Des trucs qui vont pas flipper du tout. Voilà, qui va changer de voix, qui va m'insulter. Enfin, il y a des choses. Et donc, je vais me former en libération donc soit d'entités d'amérantes, d'esprits, d'entités négatives, de choses comme ça. Je vais faire aussi d'autres formations pour aller explorer entre les vies. Donc, j'ai toute une boîte à outils pour faire des séances d'hypnose spirituelle. D'accord. De guidance, de séances de médiumnité aussi que je fais, qui sont en train de changer parce que je suis vraiment en train de changer, donc ça évolue. J'accueille, je sais pas exactement comment ça va se passer, mais plus peut-être pour. Je pense que ça va prendre une autre forme. Et je donne aussi, des ateliers régulièrement, des petites formations, des ateliers pour accompagner les gens justement à apprendre à développer tout ça. Et des méditations guidées. Parce qu'en fait, je suis assez feignant. et puis, la méditation guidée, c'est vraiment quelque chose de très facile comme outil pour aller connecter, pour aller explorer. D'accord. Autant je mettrai tous les liens là, dessous pour aller te contacter ou si les gens sont intéressés pour voir un peu plus des formations. Et tu as une chaîne YouTube? Oui, une chaîne YouTube qui est... en fait, c'était pendant le confinement, mes méditations guidées, j'ai voulu les offrir gratuitement, donc je les ai mises sur YouTube. Et très très rapidement, il y a eu beaucoup d'abonnés d'un seul coup. Et donc, ça fait plusieurs années que j'ai pas fait de méditation, mais je m'y remets là, et j'ai vraiment... pour viser la qualité, proposer plein de voyages. Donc prochainement, il va y en avoir beaucoup. Et tu disais, en fait, tu m'avais dit que en fait, tes méditations guidées, c'était tiré d'expériences que tu avais, toi, dans... Oui, effectivement, il y a beaucoup de voyages que je vais proposer en méditation guidée qui sont des voyages que je vais faire. Parce qu'en fait, comment c'est parti, cette idée de méditation guidée? Donc je vais à Montréal, on retourne en arrière en 2013-2014 et pendant une séance d'auto-hypnose, je vais me retrouver dans les jardins de Babylone et c'est une expérience absolument incroyable. Le soleil couchant, il y a une petite brise, il y a je suis en hauteur sur ces constructions, il y a ces jardins autour. C'était à couper le souffle. Et je rencontre peu de temps après Jean-Charles Chabot, qui est toujours, je pense, président de l'Institut international d'hypnose spirituelle. Et je lui dis, Jean-Charles, j'ai fait ce voyage absolument incroyable, et j'étais super excité de lui raconter ça. Et il me dit, tu devrais en faire un blog. Et puis il est appelé, et il part. En fait, il me laisse avec ça. Puis là, j'ai dit, mais non, mais ça me parle pas du tout. Un blog, enfin, l'expérience, ce que j'ai vécu, ça peut pas ressortir dans un article. Et puis c'est là que me vient l'idée d'en faire une méditation guidée. Et en fait, je vais partir comme ça. Et il y a beaucoup de voyages
que je vais recevoir, que je vais faire, que je vais après transformer en script pour proposer en méditation guidée. Ah, c'est génial, c'est génial. Et on avait parlé aussi de rêve lucide. Oui. Alors ça, ça fait 30 ans que je m'intéresse aux rêves, et donc bien avant la spiritualité. Il y avait cette approche un peu scientifique. En fait, j'avais fait un stage dans ma vingtaine de PNL, programmation neurolinguistique. Et le formateur nous dit, OK, ce soir, vous allez poser une question avant de vous coucher, et puis vous noterez votre rêve le lendemain matin, et on va analyser ça. Donc vraiment cette approche jungienne, j'ai envie de dire, enfin d'aller interpréter la symbolique et voir ce qu'on peut comprendre les messages qu'on peut obtenir d'un rêve. Je me souviens plus du tout de la question que j'ai posée, mais je me souviens très bien du rêve que j'avais fait. Et donc le matin, on se retrouve dans la salle de réunion. On devait être une quarantaine assis en cercle, et donc le formateur dit, OK, qui veut se lancer, qui veut raconter son rêve? Et puis la personne prend la parole. Puis moi je lui dis, OK, ouais, je vais y aller. Moi c'est un petit rêve comme ça, c'est pas méchant. Ouais, ça me gêne pas. Et donc je commence à raconter mon rêve, et je lui dis, on est sur une colline et on a tous des cerfs-volants, et donc on est tous en train de jouer avec nos cerfs-volants, et moi j'ai un petit cerf-volant qui est fait avec 2 branches d'arbres et puis un morceau de plastique, mais il vole bien. Et donc il est là, il me dit, oui, donc tu as un cerf-volant, et oui, j'ai un cerf-volant, et il vole bien et tout. OK, donc ton cerf-volant vole bien. Il a dû le répéter 400 fois avant que je comprenne le message. Enfin voilà, c'était... Et en fait, l'idée, c'était que mon cerveau, qui était peut-être pas aussi bien fait que les autres, volait très bien. Et ce qui s'explique parce qu'à l'école, j'étais pas forcément un très bon élève. Donc très intéressant. Et donc j'ai commencé à m'intéresser aux rêves à ce moment-là, à l'interprétation des rêves, à la symbolique, aux rêves prémonitoires. Donc avec cette approche scientifique. Et en fait, quand je vais m'ouvrir à la spiritualité, je vais aller à tous les salons auxquels je peux aller, rencontrer toutes les personnes que je peux rencontrer, et je vais tomber sur un livre des rêves lucides. J'avais jamais entendu parler de ça. Et donc je lis le livre, et premier essai, et je deviens lucide dans mon rêve. Donc un rêve lucide, qu'est-ce que c'est? C'est ça, c'est qu'on devient conscient dans son rêve. On est endormi, on dort, on est en train de rêver, mais là il y a une partie de nous qui va justement s'éveiller et dire, tiens, je suis dans un rêve. Et donc on peut prendre le contrôle du rêve. On peut interagir avec les personnages qui sont dans le rêve, on peut modifier la scène, c'est aussi une porte ouverte après aux sorties de corps. Enfin, c'est d'une richesse incroyable. Donc oui, c'est toute une thématique, un domaine que je vais explorer, le monde des rêves. Et dans le rêve lucide, en fait, tu disais, tu es lucide, et tu es lucide à... Voilà. Oui, il y a deux moyens. C'est chez toi cette semaine. Ouais, c'est clair. À chaque fois que je fais une interview, il y a une perceuse. Et du coup, dans le rêve lucide, tu as vraiment l'impression d'être dans une réalité? Oui, c'est même plus réel que la réalité. C'est ça qui est incroyable, c'est que tu peux regarder un brin d'arbre qui se trouve à 30 mètres, et tu vas voir en détail la petite coccinelle qui est dessus, ou c'est des couleurs beaucoup plus vibrantes, parce qu'on n'est pas limité par nos sens physiques qui ne perçoivent qu'une partie des choses. C'est encore plus réel que la réalité quelque part. Même si il y a des choses qui tiennent pas. Par exemple, tu vas regarder un écran, tout ce qui est écriture ou écran numérique, ça fonctionne pas. Tu le regardes, tu le retournes, tu regardes à nouveau, ça va changer. Ou ta main, par exemple. Et c'est une des astuces pour voir si on est en train de rêver ou pas, c'est de regarder la paume de sa main, de retourner sa main, de revenir à nouveau sur sa paume. Et là, on peut avoir 6 doigts, on peut avoir 4 doigts. Enfin voilà. Il y a cette inconstance finalement sur toutes les choses. Et pour moi, par exemple, une chose qui m'arrive souvent, je sais pas si c'est quelque chose que tu fais, mais le besoin d'appeler les urgences. Donc je prends mon téléphone, et c'est facile, tu fais le 15 ou le 12, tu as 2 chiffres à appuyer, mais impossible. C'est impossible, je suis obligé d'appuyer sur plein de boutons, ça marche pas. Et donc c'est le déclencheur de me dire, OK, là, arrête, calme-toi, il n'y a pas d'urgence en fait, t'es en train de rêver. Et boum, tu peux devenir conscient dans ton rêve. Regarder les réveils, ou tu vois, c'est les écrans. Ça, c'est très instable dans les rêves. D'accord. Mais il y a...
Et du coup, pardon, ouais, je t'ai coupé. Vas-y. Non, c'était juste pour dire, c'est ça qui est un peu ambigu, ambivalent, c'est qu'il y a une part de réalité absolument incroyable, qui est plus réelle que la réalité quelque part, mais il y a aussi toute cette part où, il n'y a pas tout ce côté linéaire, rationnel, logique. Voilà, ça change tout le temps. À un moment, tu marches, tu as des chaussures, tu traverses une route, tu regardes tes pieds nus. Enfin, voilà. Et tu disais, c'est une porte ouverte en fait aux sorties de corps. Oui, alors parce que les sorties de corps, c'est encore autre chose. C'est que l'âme peut se détacher du corps, mais là, il me semble que tu as des expériences personnelles, tu pourrais partager. Ouais. Moi, ça m'arrive. Or, c'est comme 3h33, ça me parle beaucoup. Tu m'as dit ça, je fais. Quand je fais des espèces de rêves un peu chelous ou des expériences vachement fortes, je me réveille, je fais non, je veux pas que ça soit 3h33. Genre, au moment, tu vois, c'est 3h33. Ouais. Et là, je mets un temps à redescendre. Je me lève, je bois un verre d'eau, je me couche, j'allume la lumière. Et ça m'arrive. J'ai des périodes et c'est pas agréable en fait. Ok, c'est pas une expérience agréable pour toi. Non. Ça va être des expériences où justement, ça va être. Alors je sais pas si c'est des peurs ou. Enfin, ça va être vraiment soit des sorties de corps pas agréables, c'est-à-dire que comme si on me tirait, tu vois, comme si on me tirait dans la pièce, hein, soit ça, ou soit enfin, quelque chose qui m'oppresse, hein, ouais, comme des entités en fait, que ce soit vrai ou pas vrai, hein, et quand je me réveille, c'est 3h33. 3h30. Ok, oui, c'est Ou 29, et ça bascule sur le 30, et là je suis. Ok, donc là, effectivement, tu as peut-être plus des visites du monde invisible qui viennent t'embêter un petit peu pendant que tu dors. Ouais, mais c'est ça, en fait. Moi, c'est comme ça que je le perçois. Après, c'est, comme on disait tout à l'heure, c'est ma perception. Hein. Et parce que j'ai vraiment... après, j'ai vraiment du mal à me rendormir. Il faut que j'allume la lumière, il faut que je me calme. Je fasse une petite méditation pour revenir, me recentrer, pour pouvoir me rendormir sereinement, en fait. Parce que je pense que, je sais pas, hein, mais peut-être que quand tu dors, tes barrières sont baissées et du coup, c'est un peu la porte ouverte, hein, donc j'en sais rien en fait. Oui, c'est que le voile est apparemment, mais ça je comprends toujours pas pourquoi 3h30 ou le voile entre le visible et l'invisible devient beaucoup plus fin. Plus qu'à d'autres moments de la journée. Parce que si tu parles scientifiquement, la Terre elle tourne, du coup 3h33 chez toi, c'est pas 3h33 ailleurs. Oui, et ce qui est marrant, c'est que... Je sais pas pourquoi j'ai 33 à chaque fois, mais... 3h30, ouais, à peu près à quelques minutes. Et ce qui est marrant, c'est que ça fonctionne aussi avec le décalage horaire. C'est-à-dire que entre l'été et l'hiver, ça reste toujours 3h30. Ah oui. Voilà. Donc il y a tout ça. Toi, c'est un peu particulier parce que t'es un guerrier de lumière, t'es là pour... Donc je pense qu'on veut pas trop te laisser faire, mais parce qu'il y a beaucoup d'inconnus en fait sur tout ce qui est hypnose, médiumnité ou rêve, lucide, sortie de corps, et donc beaucoup de peur, d'appréhension et de dire oh là là, faut pas faire ça, tu peux ne pas revenir, tu peux ne pas te réveiller, tu peux... Ouais. Mais quand tu disais c'est des croyances, et moi je dis toujours... la croyance empêche l'expérience, en fait. Oui, ça vient poser des limites, ouais, c'est ça, exact. Et moi, c'est comme tu vois, moi je fais pareil, je fais un peu de radiesthésie, et du coup, je fais du pendule, et je connais des gens qui me disent « Ah, ben je peux le prendre, ton pendule ?» Je dis « Bah oui, prends-le. » Je dis « Ouais, parce qu'on dit que... » Et là, je fais « Mais ça va, et après tu peux replonger, tu vois, dans des dogmes, des machins, ça il faut pas faire, ça il faut faire, ça il faut, c'est bien, c'est pas bien, faites des expériences, quoi. Moi je pense que tant qu'on a une éthique, tu vois, tant que, tu vois, pas plus tard il y a quelques jours on discutait avec des amis de connexion, en fait, quand tu te connectes à distance, et je disais mais moi je me connecte à distance avec des gens, c'est hyper facile. Mais
j'ai toujours l'autorisation, en fait. C'est une question d'éthique. Ah, donc du coup, on peut se connecter avec toi. Je dis, bah oui, mais sauf que tu le fais pas, ça devient même pas l'idée, quoi. Donc je pense qu'il y a aussi, tu vois, cette question d'éthique, en fait, derrière ces pratiques, en fait. Enfin, je sais pas ce que tu en penses. Oui, 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 oui. Bien sûr, sur les raisons, sur ce que tu veux faire, ce que tu veux mettre en place, et de toute façon, sinon, tu te le reprends pleine face si les raisons, les intentions sont pas justes, c'est ça, oui. Bah, tu vois, la dernière fois j'écoutais Padovani, elle disait c'est la différence entre le royaume du je et le royaume du nous, en fait. Exactement. Ouais, c'est ça. C'est Est-ce que ça te sert à toi ou est-ce que ça sert aux autres, quoi. Et à nous, c'est moi et les autres, en fait. C'est comme servir quelque chose de plus grand que toi, en fait. et si effectivement ce que tu veux faire n'a pas vraiment d'intérêt ou c'est plus de la curiosité ou du jeu, bah ça va être limité dans ce à quoi tu as accès sur des choses de cette vibration-là, de ce niveau de jeu, de divertissement, mais pas forcément de belles connexions spirituelles avec plein de sagesse derrière dans les messages, dans ces choses-là. Oui, et quelque part, tu vois, moi j'ai vu que pendant le confinement, par exemple, il y a beaucoup d'ados qui font des rêves lucides ou des voyages astro. Euh, et du coup, ils se sont formés à ça et parce qu'ils pouvaient plus, ils étaient en confinement, donc ils pouvaient pas bouger de chez eux. Et c'était rigolo parce que l'arrivée, en fait, l'objectif c'était Poudlard. Donc ils se retrouvaient à Poudlard. C'était drôle. Vu que ça fait partie de l'imaginaire, ils arrivaient à voyager en fait, à voyager ou en rêve lucide à Poudlard. Je trouve ça trop drôle. Ça peut être du jeu aussi, en fait. Tu vois, chacun est libre et responsable. Ouais, ouais, c'est ça. Donc, enfin voilà, c'est mon point de vue sur ça qui peut bouger hein, après, comme tout. Et du coup, Benoît, tu veux rajouter des choses? Ben écoute, je pense on a parlé de beaucoup de choses, Laurent. Ouais. Du coup, donc, moi, je mettrai les liens. Ton site internet, c'est comment c'est? C'est luminaissant.com, lumi-naissant.com, jeu de mots, faire naître la lumière. Voilà. Ton site est hyper beau. Ça, c'est... Merci. Ouais. C'est grâce à ça que j'ai pu rencontrer aussi un collègue. Ah si, j'ai d'autres choses que je peux te partager rapidement si tu veux. Carrément. Que j'avais complètement zappé, tu vois. C'est que là, avec un collègue justement en Bretagne, qui est un très bon ami maintenant, et que j'ai jamais rencontré physiquement, c'est ça qui est fou. Mais on a développé une technique d'hypnose spirituelle partagée, et dans laquelle c'est moi qui pars en hypnose et c'est lui qui m'accompagne pour le compte de quelqu'un d'autre. Ah ouais. Parce que la première fois qu'il m'a appelé, donc il y a maintenant 4-5 ans peut-être, on était au téléphone, on discute, et puis même chose qu'avec mon amie Karine, là où d'un moment j'ai dit écoute Bertrand, là excuse-moi mais je te coupe, mais Dolores Cannon elle est là depuis 10 minutes et elle nous a parlé, elle nous a passé des messages, des choses assez incroyables, et en fait, il a été formé avec elle en présentiel. Il l'a rencontrée, donc il y avait cette connexion particulière. Et elle nous a passé plein d'informations plusieurs reprises. Même où Bertrand lui dit « Ok, mais vous faites quoi maintenant ?» Et puis elle dit, ce qui vient spontanément, c'est elle écrit. Elle continue d'écrire des livres, parce qu'elle en avait écrit beaucoup. Puis moi, je me dis « Mais c'est n'importe quoi !» Et elle dit qu'elle passe par d'autres personnes pour écrire des livres. Et effectivement, il y a son 20e livre a été publié il y a 1 an ou 2 ans, donc bien après son départ. C'est ça qui est incroyable. Donc voilà, et puis j'ai rencontré aussi, donc c'est ce que je dis plutôt, un être des étoiles. Et ça c'est aussi assez incroyable, et j'étais le premier à ne pas y croire. Et en fait, donc avec mon amie Karine, on va rencontrer des guides qui vont nous donner des enseignements, nous partager des choses absolument incroyables. Et puis là, on avait des réponses qui venaient. Je pense qu'elle avait posé une question concernant les extraterrestres ou quelque chose comme ça. Et donc je lui dis tout ce qui vient. Puis après je lui dis mais attends, l'énergie est différente. C'est pas nos guides. C'est pas nos guides habituels. Et en fait c'est là qu'on a fait la rencontre de cet être. Qui a choisi le nom de Patrick,
Parce que, C'est génial, Patrick. Bon, et on a eu Alf, on va voir Patrick. ben oui, voilà. En fait, il a fait un trait d'humour par rapport au nom de l'acteur qui fait Jean-Luc Picard, je crois, dans Star Trek, qui doit s'appeler Patrick, je sais pas, parce que son nom était trop compliqué à prononcer. Et donc, on a pris l'habitude de le rencontrer régulièrement et il nous donne plein d'informations sur la planète, parce que son rôle est d'observer un peu ce qui se passe sur Terre, et c'est passionnant. C'est absolument passionnant. Et une question qu'on peut se poser, c'est, et peut-être tu n'as pas la réponse, hein, mais comment est-ce que tu es sûr que ce sont des esprits tu vois, est-ce que tu es sûr que c'est ce genre d'esprit qui vient de te parler, ou ça peut être quelqu'un qui se fait passer pour quelqu'un d'autre, en fait? Ben, c'est ce qu'on disait tout à l'heure. En fait, c'est qu'on n'a pas de preuves, on n'a pas de. Non, je suis pas sûr. Je suis le premier à douter d'ailleurs. Et quand on fait ces guidances, je leur dis, mais je suis en train de raconter n'importe quoi, mais j'invente là. Les autres me disent, mais non, continue. Et en relisant, je me dis, waouh, mais c'est incroyable. C'est pas moi qui ai pu partager ce genre de choses. J'ai pas le niveau, j'ai pas les connaissances, je m'exprime pas comme ça. Donc oui, c'est autre chose. Après, on sait pas, puisqu'on peut pas les voir, on peut pas les entendre, c'est juste des messages. Mais encore une fois, c'est est-ce que les messages nous parlent ou pas? Et ce qui est important, ce qui est très très important, c'est de garder son pouvoir. Je donne à personne d'autre, que ce soit un praticien, que ce soit un médium, que ce soit un guide, que ce soit, peu importe, c'est de garder son pouvoir et d'écouter. On a son libre arbitre et d'écouter ses intuitions, d'écouter son cœur avant tout. Moi, j'ai beaucoup aimé quand la première séance qu'on a fait ensemble, même la deuxième, parce que comme il y avait eu quand même du temps entre les deux, vraiment au début, tu le précises ça, que si ça vous parle pas, gardez pas. Vous avez le libre arbitre et ce qui m'a beaucoup en fait touché chez toi, c'est alors, c'est peut-être pas le mot, mais je vais employer, c'est la fragilité, en fait. C'est-à-dire que tu imposes pas les choses, en fait. Elles sont là, et même toi, tu vas douter, tu dis, mais j'ai l'impression que je raconte n'importe quoi. Et moi, j'étais en face, j'étais en train de recevoir le truc, en fait, c'est tellement juste, j'étais venu pour ce truc-là, et là, c'est en train d'arriver, et ça répondait à mes questions du jour, quoi. Et toi, je comprends pas, je parle dans tous les sens. Non, t'inquiète pas. Et même des fois, tu t'arrêtes, tu dis, mais ça te parle, ça? Et ouais, carrément, on continue, hein, pas de souci. Et ce que j'ai beaucoup aimé, et aussi, et je trouve que c'est ce qui fait aussi, pour moi, qui travaille sur l'intuition, et c'est qu'au début, tu demandes rien, pas zéro information, quoi. Et ça, c'est hyper important pour connecter. Sinon, du coup, ton néocortex préfrontal dit chouchou mental va faire des liens, quoi, de suite, quoi. Ouais, oui. Oui, il y a ça, il y a ce qu'on appelle lecture à froid un peu, partir de quelques informations et puis faire des déductions un peu logiques, un peu d'aller sur des généralités. Mais moi, ça me bloque plus qu'autre chose parce que justement, après, si j'ai une information, je vais dire, non, ça, je peux pas le dire parce que je le sais, il m'en a parlé. Mais c'est vrai, ce que tu dis là, c'est intéressant parce que c'est souvent ça, c'est que les messages vont être pertinents dès le début et en fait, c'est exactement ce que la personne a besoin d'entendre au moment de la rencontre, de la guidance. Et après, quand je dis vous avez des questions, non, tout a été répondu. J'en avais, mais j'ai déjà les réponses. Ok, bon. Voilà. Et du coup, tu notes, tu vois, sur les guidances, genre quand tu reçois des messages, comme tu disais tout à l'heure, tu les notes ou tu les écris, tu les consignes de manière audio. Alors, est-ce que tu aimerais écrire un livre, par exemple?
Non, j'ai pas le temps, je sais pas écrire, j'ai 1000 projets en tête, mais ça en fait pas partie. Mais déjà, j'enregistre toutes les séances pour envoyer aux personnes que je rencontre, puisque souvent, c'est ce que tu disais, c'est en réécoutant après qu'on va comprendre des choses. Sur le moment, on comprend pas forcément. Par exemple, il y a 2 mois, j'ai rencontré une personne, et excuse-moi, je pars. Non, mais vas-y. Je répondrai après. Donc, je commence à lui passer des messages, et non, ça me parle pas. Ok, bon, je continue. Non, ça me parle pas du tout. Et au bout de 15 minutes, c'était ça, quoi. Alors je lui dis, écoutez, on va arrêter. Plutôt que je vous dise des bêtises, ou si la connexion n'est pas là, si ça vous parle pas. Non, allez-y, continuez. Ok, bon, on continue. Puis après, ça lui parlait un petit peu plus. Et c'est tout. Et 15 jours, 3 semaines après, elle m'envoie un message en disant, oh là là, j'ai réécouté, mais en fait, c'est tout à fait juste, c'est exactement ça. Mais sur le moment, elle n'a pas reçu, elle n'a pas entendu. Voilà. Ouais. Moi, ça a été ça. Et moi, c'était décalé, mais genre sur 1 an et quelques. Et après, quand j'ai réécouté, je fais waouh, je venais de traverser quelque chose. Et là, je fais waouh, mais tout était dit, quoi. Wow. Et donc, il se présentait à moi un nouveau chapitre. Donc, et c'est pour ça que je t'avais recontacté. Et qu'après on est devenus potes. Ouais, ça c'est le beau côté des choses et c'est génial. Ouais, je te remercie vraiment de ta gentillesse et de partager tout ça, quoi. Ta confiance. Donc c'est cool. Merci. Merci à toi, Guillaume. Et du coup, t'es là, si on peut parler de tes projets ou donc, comme je dis, je vais mettre les différents liens pour te contacter, le site, chaîne YouTube. Tu as une newsletter ou un truc comme ça aussi que tu fais? J'ai tout ça, mais qui sont un peu parce que là, ma vie a été un peu rock'n'roll ces derniers mois. Donc, au niveau des courriels, je pense que je dois être pas loin de 1000. Je dois être à 990 courriels non lus depuis 3-4 mois. Donc là, il faut que je m'y mette. L'infolette, c'est pareil, j'ai pas envoyé depuis un moment. Mais oui, j'ai une infolette. Et là, donc, mes projets changent un peu parce que j'ai plus de cabinet pour recevoir mes clients. Mais je travaille en ligne pour le moment. Donc, séances d'hypnose, guidance, qui vont peut-être aussi changer dans la façon de faire. Des formations. Là, je vais travailler cet été à mettre des méditations en ligne, des petits messages inspirants tous les jours sur les réseaux sociaux. Enfin, d'accord. Je vais tout partager, tous les réseaux. T'es sur Insta ou pas? Alors, je suis sans vraiment être sur les réseaux. C'est que je publie des choses. Je vais essayer de publier un peu plus régulièrement, mais je sais même pas encore comment aller lire des messages sur Instagram ou en envoyer. Et pourtant, j'ai travaillé en informatique pendant des années. Enfin voilà, j'ai complètement décroché ce côté-là. Bon, de toute façon, on mettra les liens quand même. Merci. Et super Benoît, je te fais une bise. Oui, merci à toi Guillaume. Toujours un plaisir. À la prochaine, comme je dirais. Et prends soin de toi et encore merci pour cette belle discussion. Avec plaisir, merci à toi. Au revoir tout le monde. Au revoir. Oui, je voulais faire une petite précision parce qu'en réécoutant le podcast, je me suis dit Guillaume, tu as parlé des sorties de corps, mais que des expériences désagréables. Et moi, les sorties de corps, j'adore. Les rêves lucides, j'adore. Les voyages astro, fabuleux. Et donc voilà, j'ai pas eu que des mauvaises expériences. C'est vrai que là, je rebondissais en fait sur l'heure, en fait, ma digression est partie plutôt sur le soir à 3h30 et où effectivement il m'arrive des choses cheloues, mais bon, ça m'appartient, c'est à moi. Les sorties de corps, c'est pas que ça, et heureusement, moi j'ai eu vraiment un éclairage aussi sur ça en lisant le livre de Romain Clément qui s'appelle Sortir hors du corps, une expérience à votre portée, où pour lui une des théories de ce genre de sortie de corps désagréable, c'est qu'on est face à nos peurs et c'est vrai que on peut réussir à se calmer, on peut réussir à
redescendre la pression même pendant ces expériences qui sont désagréables et l'expérience s'arrête et on passe sur un autre volet de la sortie de corps qui est là beaucoup plus agréable. Donc ce livre il est vraiment génial. Si vous voulez pratiquer les sorties, c'est pour moi le bouquin quoi. Il est récent, Romain de la chaîne Gaia Méditation, il a fait vraiment un boulot qui est génial sur ce livre. Il y a vraiment des protocoles sérieux qui marchent. Donc je vous le conseille. Je vous mettrai le lien en barre de description. Et le deuxième bouquin, en fait, c'est Voyage aux confins de la conscience. Et ça, c'est génial. C'est le bouquin de Sylvie Détiolaz et de Jean-Charles Fourier. C'est sur le cas de Nicolas Fraisse. Donc c'est 10 ans d'exploration scientifique autour de ça. Donc de tout ce qui est sortie de corps. Nicolas Fraisse, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un cas vraiment exceptionnel d'une personne qui peut provoquer ces sorties de corps vraiment sur commande. Et il a été étudié pendant 10 ans avec des protocoles vraiment très sérieux. Donc voilà, c'était ma petite parenthèse sur les sorties de corps parce que c'est sorties de corps et voyage astro. Moi, un truc, c'est vraiment des sujets qui me fascinent avec les rêves lucides, etc. Donc voilà, je tenais à vous faire cette petite précision. Et bien sur ce, je vous dis à bientôt et promis, la prochaine fois, je vous la fais courte.